On va aujourd'hui se plonger au cœur d'une journée sanglante en Bretagne il y a plus de 400 ans. C'est l'histoire d'une embuscade militaire absolument parfaite, oui, mais c'est aussi et surtout une tragédie humaine. L'histoire d'un moment où le courage a basculé dans la folie la plus totale. Alors, pour bien se mettre dans l'ambiance, il faut s'imaginer la France de 1590. Le pays est en morceaux. Ça fait presque 30 ans que les guerres de religion le déchirent. C'est un conflit d'une violence inouïe, où la brutalité et la méfiance sont partout. C'est dans ce climat-là que notre histoire va se jouer. Et tout commence en fait par un échec. On a une armée royaliste qui vient de se prendre un revers et qui, frustrée, cherche un coup facile pour se refaire. Et c'est là que leurs yeux se posent sur une proie qui semble idéale, une petite ville en pleine fête complètement inconsciente du danger qui approche. Première partie, une cible sans méfiance. Voilà le topo, on a une troupe d'environ 500 soldats royalistes menés par des capitaines comme Yves d'Ulysse-Coët. Ils viennent de rater la prise d'un château et maintenant ils ont désespérément besoin d'un succès. Il leur faut du butin et il leur en faut vite. Et leurs espions leur ont trouvé la cible rêvée, Carhaix. Pourquoi ? Eh bien par pure malchance, la ville est en train de célébrer de grandes noces. Et pour l'occasion, les habitants ont sorti leurs plus beaux meubles, leurs plus belles vaisselles, tous leurs objets de valeur. C'est littéralement une vitrine à ciel ouvert pour des pillards. Deuxième partie, le sac de Carhaix. Le samedi 5 septembre, au petit matin, les royalistes passent à l'attaque. Évidemment, avec des défenses quasi inexistantes et une population qui a la tête à la fête, la résistance est nulle. En un rien de temps, la ville est à eux. Bon, une fois la ville prise, le pillage commence. Les chroniques de l'époque nous disent qu'il a été immense. Tout le monde avait sorti ses plus beaux biens pour le mariage. C'était une aubaine. Mais les chefs de l'armée, eux, ils ne se contentent pas de ça. Non, ils ont une idée bien plus lucrative en tête. Et ils envoient tout de suite une partie de leurs hommes en mission. Leur cible, c'est un noble du coin, richissime, le seigneur de Kerjolis. Sa rançon, à elle seule, est estimée à 10 000 écus. 10 000 écus, ça ne dit peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais il faut bien se rendre compte. À l'époque, c'est une fortune colossale, de quoi payer une petite armée pendant des mois. Et ça, c'est sans même parler de ce qu'il comptait piller chez lui. Sauf que le plan, si bien huilé soit-il, va complètement capoter. Des habitants de Carhaix ont réussi à s'enfuir et à prévenir Kerjolis. Du coup, pas d'effet de surprise. Avec une petite vingtaine d'hommes, mais bien armés et bien préparés, ils organisent une défense d'enfer. Résultat, après 1 heure de combat, les royalistes ont perdu une quinzaine d'hommes et, complètement humiliés, ils sont obligés de faire demi-tour. Troisième partie, une campagne en armes. Pendant ce temps-là, la nouvelle du sac de Carhaix se répand comme une traînée de poudre dans la campagne. Imaginez le son, dans toutes les églises des villages alentours, la même cloche se met à sonner à toute volée. C'est le tocsin, l'appel ancestral à prendre les armes. Et les paysans répondent. Et là, c'est fascinant. On voit se dessiner 2 formes de résistance totalement opposées. D'un côté, on a la défense de Kerjolis, professionnelle, calculée, disciplinée, et qui a marché. De l'autre, on a un soulèvement de masse, furieux, passionné, mais complètement désorganisé et impulsif. Cette foule de paysans en colère se dirige d'abord vers le château du coin, celui du Grenec, pour supplier son seigneur de prendre leur tête. Mais lui, soit il est prudent, soit il sent que ça va mal tourner, en tout cas il refuse. Il se défile. À la place, il leur désigne un de ses hommes, un soldat de métier, un vétéran, un certain Landridon. Quatrième partie, l'avertissement du vétéran. Et voilà donc notre armée improvisée, avec à sa tête un Landridon qui n'est sans doute pas ravi du tout d'être là. Ils arrivent à un pont juste à l'extérieur de Carhaix. Et là, ils font ce qu'il faut faire. Ils se barricadent, ils creusent une tranchée, bref, ils créent une position défensive solide. Pour l'instant, tactiquement, c'est parfait. Et c'est là qu'on va voir toute la différence entre des soldats professionnels et des amateurs. Les royalistes, voyant ça, déploient une ruse vieille comme le monde. Ils envoient une petite vingtaine de cavaliers s'avancer, bien en vue. Un appât, tout simplement. En face, les paysans n'y voient que du feu. Ils voient ce petit groupe, ils se sentent 10 fois plus nombreux, et ça y est, ils n'ont qu'une envie, charger. Mais Landridon, lui, le vétéran, il n'est pas dupe une seconde. Il a vu cette manœuvre des centaines de fois. Il voit le piège gros comme une maison. Il essaye de les retenir, il leur explique « Arrêtez, c'est un appât pour nous faire sortir. Le gros de leur troupe est caché juste là, dans le chemin creux. » Et là, la réaction de la milice est absolument terrible. Aveuglés par leur colère, par leur sentiment de supériorité, ils se retournent contre le seul homme qui sait de quoi il parle. On le traite de lâche, on le menace de mort. Les chroniques disent même qu'ils le piquent avec la pointe de leur fourche pour le forcer à avancer. C'est la folie collective. 5e partie, tragédie sur le pont. Landridon se retrouve donc face à un choix impossible, un dilemme atroce. Soit il se fait tuer sur place par ses propres hommes parce qu'il est trop prudent, soit il les mène à une mort certaine au combat. Sa décision va sceller leur destin à tous.
Et sa réponse est d'une tristesse poignante. Résigné, il leur lâche ces mots terribles. « Puisque vous le voulez, j'irai accompagner votre malheur et le mien, car peu de nous en retourneront. » En clair, il leur dit « D'accord, on y va, mais sachez qu'on signe notre arrêt de mort. » Il choisit de mourir avec eux par solidarité. Alors, galvanisés, les paysans abandonnent leur position fortifiée et chargent comme une seule masse enragée, sans aucun ordre. Et ils foncent, tête baissée, droit dans le piège. L'embuscade est d'une efficacité redoutable. L'appât a fonctionné et maintenant la cavalerie royaliste cachée surgit partout et les encercle. Le résultat, c'est une boucherie. Pris au piège, sans discipline, mal armé face à des soldats professionnels, la milice paysanne est tout simplement anéantie. Ceux qui ne sont pas tués sur place sont repoussés vers la rivière et s'y noient. La funeste prédiction de Landridon vient de se réaliser. Et bien sûr, parmi les morts, il y a Landridon, le capitaine qui a préféré mourir au combat, aux côtés de ses hommes, plutôt que de leurs mains. Fidèle jusqu'au bout à un commandement qu'il n'avait jamais voulu et dont il connaissait parfaitement l'issue tragique. Au final, cette tragédie de Carhaix, c'est bien plus qu'une petite escarmouche dans une guerre oubliée. Elle nous laisse avec une question qui, elle, ne vieillit jamais. Où se situe la frontière au juste entre le courage et la pure folie? C'est une leçon brutale sur la différence entre la fureur aveugle et l'expérience qui sauve des vies. Une leçon écrite dans le sang, au bord d'une petite rivière bretonne.